Lumière. 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 Lumière sur l'évolution des biodiversités avec Arnaud Braillard, paléontologue au laboratoire Biogéosciences à Dijon. Qui n'a pas gratté la terre pour dénicher une coquille de noix ou un os de souris, rêvant de trouver un tibia de dinosaure? C'est peut-être comme cela qu'est née la passion d'Arnaud Braillard, paléontologue au laboratoire Biogéosciences. Bonjour Arnaud. Déjà, qu'est-ce qu'un paléontologue et comment vous est venue cette passion, car on peut parler de passion? Bonjour à tous. Alors, un paléontologue, en fait, c'est un chercheur qui va s'intéresser à l'évolution de la vie depuis son apparition, grosso modo, il y a 3,5 milliards d'années, là aussi, grosso modo, à l'apparition de l'homme. Pour ce faire, en fait, il va étudier des fossiles et puis aussi toutes les traces laissées par les organismes vivants sur ces 3,5 milliards d'années. Et donc, une grande partie de son activité, c'est de chercher ces fossiles, de les étudier et de les interpréter. Et alors, comment est née votre passion? Alors, oui, une passion. Alors, d'abord, une passion pour les sciences en général. Tout petit, on ne peut pas dire que j'étais prédestiné à la paléontologie. Mais en fait, au fur et à mesure de mes études, qui n'ont pas été forcément linéaires, parce que j'avais le choix entre différentes disciplines, c'est surtout des rencontres avec des gens, puis au cours de stages, en fait, que ça m'a convaincu un petit peu de me lancer dans cette discipline-là, et puis de poursuivre au fur et à mesure que j'avançais dans les diplômes, et puis au fur et à mesure des concours, pour finalement réussir à décrocher ce poste de paléontologue au CNRS. Alors, notre planète a déjà vécu 5 grandes extinctions de masse. Il me semble que vous êtes spécialiste d'une de ces périodes et que vous étudiez la rediversification des espèces qui a suivi celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela? Alors oui, sur les 540 derniers millions d'années, on appelle ça une période un peu particulière, le Phanérozoïque, la vie a connu 5 grandes extinctions de masse, donc 5 grandes de sévérité un petit peu variable. La première à la fin de l'Ordovicien, grosso modo il y a 440 millions d'années. Une autre à la fin du Dévonien, grosso modo il y a 380 millions d'années. La plus sévère d'entre toutes, à la limite Permien-Trias, il y a 250 millions d'années. Une autre à la limite Trias-Jurassique, à peu près 200 millions d'années. Et puis la dernière, la crise Crétacé-Tertiaire, que tout le monde connaît finalement, celle qui voit l'extinction des dinosaures il y a 65-66 millions d'années. Et moi, une de mes spécialités, c'est de s'intéresser à la plus sévère de toutes ces extinctions de masse, donc il y a 250 millions d'années à la limite Permien-Trias. Et pour vous donner un ordre d'idée, à ce moment-là, grosso modo, c'est à peu près 90% des espèces marines qui disparaissent sur Terre, très brutalement, globalement. Donc, il faut imaginer un petit peu une Terre complètement dévastée, avec derrière, du coup, l'idée, due à la magnitude de cette extinction, d'une vie qui met extrêmement longtemps à repartir. Et du coup, moi, je regarde plutôt cet intervalle de rediversification qui suit cette extinction de masse, simplement comment la vie repart après ce genre d'événements. Alors pour cela, je suis aussi spécialisé dans un groupe très spécifique qui est celui des ammonoïdes, des ammonites, là aussi que le public peut connaître, puisque c'est un groupe fossile qui va se rediversifier extrêmement vite et qui est très sensible notamment aux conditions environnementales. Donc ça va nous donner pas mal d'indices en fait sur les facteurs qui peuvent influencer cette rediversification et du coup aussi nous donner des pistes en fait pour la situation actuelle. Là aussi on sait on a mis le doigt là aussi dans un engrenage qui va nous conduire peut-être vers une extinction de masse. Mis à part les ammonoïdes, je ne regarde pas que ça, puisque lors de nos explorations de terrain, en fait, on fait plusieurs types de fouilles différentes, on est amené à explorer des terrains différents. Et lors de nos derniers travaux, en fait, on a trouvé pas mal aussi d'organismes qui ne sont pas censés forcément se trouver à ces instants-là, à ces endroits-là, des écosystèmes extrêmement complexes. Donc là aussi, ce sont des nouveaux questionnements qu'on se pose après ces extinctions de masse, puisque les conclusions qu'on tire aujourd'hui sont complètement différentes en fait, d'une vie totalement dévastée. Au contraire, ça repart très très vite et de façon extrêmement complexe. Et puis aussi, pourquoi s'intéresser à la limite Permien-Trias et à la rediversification qui suit, c'est aussi parce que c'est à partir de cet intervalle crucial en fait, de l'histoire de la vie qu'en fait vont se mettre en place les écosystèmes modernes. En fait, la limite Permien-Trias correspond à une extinction des organismes typiques du Paléozoïque, des choses qu'on ne va plus trouver après. Et juste après vont se mettre en place finalement des écosystèmes qui vont de plus en plus ressembler à ceux que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment un point pivot en fait, dans l'histoire de la vie. Alors, les causes de ces différentes extinctions de masse étaient-elles les mêmes aux différentes périodes? C'est un questionnement qui taraude les scientifiques depuis très longtemps, c'est ces questions des causes des extinctions de masse. Chacune, en fait, a son
son propre mécanisme, mais il y a des causes que l'on retrouve en fond pour ces extinctions de masse, notamment des changements climatiques. Alors ça peut être des refroidissements, mais aussi des réchauffements, voire des successions de changements climatiques. Quand c'est des réchauffements, c'est souvent lié, par exemple, à des volcanismes et des relargages du coup de gaz à effet de serre massifs. Et puis, dans certains cas, il y a des exceptions, notamment, par exemple, pour la crise tertiaire, où par-dessus ça vient se surajouter un phénomène extérieur, donc comme une chute de météorites qui vient finalement donner un coup d'arrêt final ou augmenter en fait les effets des fluctuations environnementales sur les organismes vivants. Après, aujourd'hui, finalement, nous sommes engagés dans un système d'extinction de masse, mais là, c'est le facteur prépondérant, c'est l'homme. Donc, on est dans une configuration qui est bien différente de celles qui sont connues dans le registre fossile. Donc, pour les causes des extinctions, maintenant, typiquement, les gens commencent à s'accorder quand même pour la plupart des extinctions sur les facteurs prépondérants. Donc, du volcanisme massif, des changements climatiques marqués et aussi pas mal de contre-coups, notamment, par exemple, si on regarde les océans avec des anoxies, c'est-à-dire des baisses de teneur en oxygène dans les eaux, des acidifications. Donc, pareil, là aussi, des choses qui sont aussi beaucoup discutées aujourd'hui dans le contexte actuel. Alors, quels sont vos outils de travail sur le terrain et au retour au laboratoire? J'ai entendu parler de techniques d'imagerie multispectrale et de rayonnement synchrotron. Donc, c'est des mots très compliqués. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça apporte de plus, ces outils-là, pour votre travail? Alors déjà, votre terrain, où il se situe, et puis après, quand vous revenez au labo, qu'est-ce que vous utilisez et pourquoi vous utilisez ces outils-là? Alors oui, le travail du paléontologue, souvent le grand public s'imagine qu'on passe notre temps sur le terrain. Alors c'est absolument pas le cas, malheureusement, on aimerait bien. Le travail d'exploration de terrain, ça fait partie effectivement de la base de notre travail. Moi, par exemple pour ma thèse, j'ai travaillé beaucoup en Chine. Tous mes travaux de recherche depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est essentiellement aux États-Unis. Dans le désert, là où finalement les roches affleurent le mieux. Et cette partie de terrain, donc, il faut commencer par chercher les fossiles, il faut pouvoir les extraire. Alors souvent, là aussi, on imagine le paléontologue avec un pinceau en train de chercher ses fossiles. Alors ça va dans certains cas, mais nous, la plupart du temps, notre outil principal, finalement, c'est le marteau et la masse, puisque il faut chercher des fossiles dans des bancs calcaires extrêmement durs, et donc il faut pouvoir les sortir, ces fossiles, avant de pouvoir faire complètement toute autre chose et les étudier. Donc il y a un gros travail de labeur, ne serait-ce que sur le terrain, pour pouvoir sortir ces fossiles. Et puis, une fois qu'on les a sortis, il y a aussi un gros travail de labeur et de minutie qui en fait va être la préparation de ces fossiles, où là aussi on va passer beaucoup de temps finalement à les dégager, c'est-à-dire à les sortir de la gangue qui les entoure, pour pouvoir après les étudier. Donc là aussi c'est long en temps. Et puis une fois que ce fossile est préparé, là on va commencer à pouvoir l'étudier. Et pour ce faire, on va commencer tout simplement par les regarder à l'œil nu. Ça peut être au microscope aussi, suivant les organismes et suivant quel questionnement on va avoir. Et puis aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la paléontologie, en fait, elle a suivi son temps, de toujours. Les gens imaginent toujours qu'on est soit à regarder nos fossiles au microscope, soit à l'œil nu. En fait, c'est pas le cas. Depuis très longtemps, en fait, la paléontologie utilise des techniques de chimie, de physique, très à la pointe, notamment des techniques d'imagerie 2D, de 3D. On utilise des CT scans, donc des scanners pour regarder l'intérieur des roches quand c'est possible. Et puis, de plus en plus, on utilise aussi, par exemple, des accélérateurs, tout simplement de particules, notamment comme les lignes de lumière synchrotron, en fait, qui vont permettre d'aller voir à l'intérieur du caillou, voir le fossile, tout ce qu'on ne verrait pas finalement à l'œil nu. Et donc, c'est tout un monde en fait qui nous est révélé. Et pour cela, on est en lien, en collaboration avec plein d'autres labos qui sont pas forcément des labos de paléontologie. Ça peut être de la chimie, ça peut être de la physique, ça peut être des maths, des choses comme ça, qui nous permettent en fait d'aller beaucoup plus loin dans nos analyses et finalement de révéler l'invisible là aussi. Donc, une ligne de lumière synchrotron, c'est tout simplement ça nous permet en fait, en accélérant des électrons très fortement, ça nous permet en fait d'avoir des rayons X de très haute puissance et du coup d'avoir des informations soit très profondément dans la roche, soit au contraire des informations chimiques et finalement avoir des images chimiques plutôt que d'avoir des images visibles comme les yeux nous le donnent. Pour ce qui est du multispectral, là, c'est en fait, on va jouer sur des imageries UV ou en infrarouge et donc aller au-delà de la gamme de ce que nos yeux peuvent voir et là aussi voir des choses qu'on ne peut pas voir typiquement sur le terrain, directement sur les fossiles autour. Donc ça veut dire aussi que grâce à ces outils que vous utilisez déjà depuis un moment, ça peut remettre aussi en cause la connaissance qu'on avait de certaines choses, qu'on envisageait scientifiquement à une période, et au regard des informations données grâce à ces outils, ça peut remettre en cause en fait ce qu'on croyait.
En donnant de l'information plus complète ou qui donne une hypothèse différente. Alors des fois, ça confirme ce qu'on pensait, Oui. mais on n'avait pas forcément la caractérisation fine pour le démontrer. Et puis des fois, effectivement, ça va nous faire changer complètement d'avis, tout simplement en nous révélant des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne pensait pas. Et puis des fois, ça va nous faire changer complètement nos scénarios, puisque des fois, on va découvrir des organismes, finalement, qu'on ne pensait pas être là et qui, finalement, on va trouver grâce à ces nouvelles techniques. Donc, finalement, grâce à cette constante évolution technologique, nous aussi, la paléontologie, nous sommes en constante révolution sur nos scénarios, sur nos modèles et puis sur les connaissances que l'on a. Donc voilà, la paléontologie, c'est vraiment pas une discipline qui est figée, bien au contraire, elle suit son temps, elle est même parfois en avance, puisque nous demandons aussi aux autres disciplines, nous avons nos propres problématiques, et du coup, eux, ça leur permet d'évoluer en parallèle, en nous proposant parfois des solutions. Donc voilà, la paléontologie a une vraie interaction entre toutes ces autres disciplines. On est à la croisée des chemins, aux interfaces de tout ça. Alors, il me semble que vous avez récemment mis à jour ou découvert une grande colonie, je n'emploie peut-être pas le bon terme, de différentes espèces, ce qui change le point de vue général sur la période que vous étudiez. Alors déjà, quelle période, rappelez-la nous, et puis de quelle colonie s'agit-il, et qu'est-ce que ça vous apprend ? Alors, la période que j'étudie précisément, donc c'est la période de rediversification qui suit l'extinction de masse Permien-Trias, donc il y a 250 millions d'années en gros. Et cette petite période que je regarde de rediversification, ça s'appelle le Trias inférieur. Pendant longtemps, l'idée qui prévalait, en fait, c'était l'extinction est tellement forte que la vie n'arrive pas à se développer, mais très longtemps à se remettre du coup derrière. Là aussi, l'idée qui prévalait, c'est que extinction extrêmement forte, pas grand-chose à chercher, pas grand-chose à trouver. Et en fait, nous, en cherchant des ammonoïdes, des choses comme ça, des choses un peu plus classiques, finalement, dans les terrains, notamment aux États-Unis, nos terrains d'exploration, on s'est mis à trouver des choses un petit peu bizarroïdes. Et au fur et à mesure de nos explorations, on s'est mis à trouver ce qu'on appelle des gisements en conservation exceptionnelle, donc ce que vous appelez des colonies, qui en fait sont des assemblages d'organismes qui ne sont pas censés être là, pas à ce moment-là, pas à cet endroit-là, et surtout avec des organismes qui étaient censés, par exemple, avoir disparu depuis très longtemps, ou au contraire n'apparaître que beaucoup plus tard. Donc vraiment des gisements où les acteurs que l'on trouve en fait sont complètement inattendus. Et puis des gisements aussi avec ce qu'on appelle une préservation exceptionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont être très très bien préservés, notamment des organismes et certains avec des parties molles qui sont très difficiles à fossiliser et pourtant qu'on va trouver dans ces gisements-là et qui du coup vont nous donner plein d'informations paléobiologiques en fait sur le fonctionnement de ces organismes et puis aussi plein d'informations typiquement sur ce qu'on appelle des relations alimentaires entre ces organismes. Par exemple, on va pouvoir trouver des coprolites, donc des excréments fossilisés de ces organismes et avec à l'intérieur des restes d'autres organismes, donc on va savoir qui a mangé qui. Et ça, c'est des informations extrêmement utiles. En fait, on va se retrouver finalement avec des petites fenêtres temporelles sur les écosystèmes de cet endroit-là, à cet instant-là. Et ces écosystèmes que l'on a retrouvés, en fait, ils étaient vraiment pas prédits par la théorie. C'est des écosystèmes donc complexes, très diversifiés, dans un monde où ils étaient censés pratiquement ne rien avoir. Et très rapidement, en plus, après l'extinction de masse Permien-Trias. Donc ça veut dire que tous les scénarios qui avaient été proposés jusque-là, en fait, ils sont complètement à revoir et à réintégrer. Et il se trouve que ces écosystèmes exceptionnels qu'on a trouvés aux États-Unis, on vient aussi de les trouver en collaboration donc, avec les équipes chinoises, en Chine du Sud. Et là aussi, ils montrent une diversité extrêmement complexe et diversifiée, encore plus rapidement après l'extinction de masse. Donc ça montre bien, finalement, que la vie, en fait, repart extrêmement vite, même avec une extinction extrêmement sévère. Donc c'est relativement encourageant. Alors quand je dis extrêmement vite, c'est en gros 1 million d'années après l'extinction de masse Permien-Trias, donc à l'échelle humaine, c'est quand même extrêmement lent. Mais enfin, à l'échelle de la vie, c'est très rapide. Voilà. Et puis donc, c'est ce côté de fossilisation exceptionnelle, voilà, ça nous permet aussi d'aller plus loin simplement dans la caractérisation anatomique, dans la caractérisation paléobiologique de ces organismes, et de comprendre aussi quel lien ont ces organismes entre ceux qui étaient présents avant l'extinction et ceux qui viendront beaucoup plus tard après. Et du coup, de comprendre comment se sont mis en place nos écosystèmes modernes à partir de ces organismes du Trias inférieur. Donc voilà, on est dans un intervalle de temps vraiment charnière dans l'histoire de la vie, pour plein de raisons. Que ce soit pour la vie en général, mais aussi sur la succession de ces différents organismes au cours du temps. C'est super intéressant parce que on a besoin d'avoir des réponses vu ce qui est en train de se passer. Parce qu'on parle des extinctions passées, mais on parle aussi de celle qui nous pointe le bout de son nez et dont on serait un peu responsable.
C'est l'extinction dont on parle toujours, là. Est-ce que c'est aujourd'hui, demain ou après-demain ? Et le fait que vous travaillez sur la renaissance de la vie, alors même si c'est une échelle qui n'est pas celle de l'homme, ça peut aussi nous engager à être encore plus vigilants, à conserver la vie existante. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous pourrez tirer d'informations et quelles pistes ça peut donner sur l'extinction future ou actuelle ? Alors clairement, on peut dire actuelle. On est clairement engagé maintenant dans une 6e extinction de masse. Alors est-ce qu'on est déjà au stade de l'extinction de masse ? Peut-être pas forcément, parce qu'on n'a pas le recul temporel pour ça, faut être honnête. Mais là où la paléontologie est utile, et sera de plus en plus utile, c'est qu'on a quand même maintenant des exemples du coup dans le registre fossile passé qui sont maintenant de mieux en mieux compris et du coup qui peuvent servir de point de référence pour le futur. Alors le but du jeu, c'est pas de faire des projections, parce qu'on n'est pas vraiment dans le même contexte, c'est relativement osé, mais si on prend ces extinctions fossiles comme point de référence, on est clairement engagé dans quelque chose de très 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 problématique, puisque on est sur des taux d'extinction projetés qui sont plus rapides et plus importants que la plus sévère de toutes les extinctions là dont je vous parle. C'est-à-dire que le taux de disparition des espèces est encore plus fort que durant les extinctions de masse du registre fossile. Plus fort et plus rapide. Donc c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Clairement, les écosystèmes auront beaucoup de mal en fait à s'adapter à ces changements qui vont être trop brutaux finalement. Du coup, la paléontologie a toute son utilité, puisque ça nous permet aussi, par exemple, d'avoir des idées sur les priorités à mettre, notamment en termes de conservation. Par exemple, on va pouvoir déterminer si tel ou tel organisme est plus apte à survivre qu'un autre, est plus en danger, ou telle région géographique. Donc voilà, ça nous donne aussi des pistes sur ce genre de questionnement, même si encore il faut faire attention dans les projections. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, pour la crise Permien-Trias, on est aussi sur un réchauffement. On comprend de mieux en mieux quels ont été les effets, par exemple, du volcanisme, quelle était la vitesse du réchauffement à ce moment-là. Et là aussi, si on fait une comparaison avec l'actuel, où là, clairement, c'est l'homme qui est responsable des changements globaux, des réchauffements, mais qui est aussi responsable par ses activités de chasse, de pêche, d'agriculture, de fragmentation, d'urbanisation, qui surajoutent encore, en fait, à ce problème de changement climatique. Là, on a un vrai souci, et on est clairement mal engagé, en fait. Voilà. Alors, Arnaud, je vous remercie, et à très bientôt. C'était Lumière sur l'évolution des biodiversités avec Arnaud Braillard, paléontologue au laboratoire Biogéosciences à Dijon.